Omara qui reçoit deux de nos auteurs de l'année, Jean-François Rosec et Jean-Yves Acquavi, deux livres qu'on a édités et qu'on est très fiers de porter. On va essayer d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors, on va démarrer sur des questions d'ordre général, je pense, au départ. Mais quand même, vous dire deux mots. Omara, c'est une maison qui existe depuis un an et demi. On a publié 5 bouquins jusqu'à présent. Tous axés sur la littérature. On a une ligne éditoriale qui va dans ce sens-là, qui s'élargira un peu au fur et à mesure de nos aventures. On a des projets dont on ne va pas forcément parler ici, mais on a des projets de collection. Et on reste quand même très heureux de donner la priorité à des créateurs corses, à des créateurs qui vivent en Corse et qui font avec de la qualité, qui créent des choses et qui permettent à la littérature de vivre, de s'ancrer et de se développer avec toujours un sentiment fort de partage avec le public, mais avec l'idée qu'on essaye de faire des bons livres, la bonne littérature avec de la qualité. C'est le critère premier, c'est la qualité. Et là, on a été servi avec Jean-Yves, je dis ça sans, sans forfanterie aucune, hein, c'est que réellement je le pense. On a deux très bons textes. Il y a aussi d'autres livres, Jean-Michel Neri qui a publié Mangeur de monde. On a Philippe Passantonne qui a publié chez nous Da Paris Dissinate. Et on a Nicolas Rey qui a publié Utah. Et c'est tous des livres dont on est fiers. Voilà, il y a eu pas mal de sélections, il y a eu pas mal de réflexions inévitables sur tous les manuscrits qu'on aurait pu éditer. Ben je le dis, hein, on a choisi ceux qui nous semblaient être les plus porteurs en direction d'un public et d'un lectorat passionné de littérature. Voilà. Je pense je vais laisser la parole à Angela pour qu'elle s'adresse à nos auteurs en premier, puis on lancera la discussion. On discutera entre nous un moment, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et on échangera ensemble. Vas-y Angela, à toi. Alors moi je voudrais m'adresser d'abord à Jean-François, qui est l'auteur de La vertu des paysans. Et c'est le premier roman que vous publiez en votre nom propre, après de nombreuses traductions du corse au français. Est-ce que ça marque pour vous une étape dans votre parcours d'écrivain ? Une étape, oui, évidemment. Hein. Après, parcours, c'est peut-être un grand mot. Entamé, donc. Oui, c'est tout autre chose, même si la traduction, j'adore ça. D'ailleurs, je suis en ce moment en train de produire quelque chose en philosophie de l'anglais, quoi. Et ce bouquin il s'est quand même nourri de traducteurs, et notamment du travail sur Shakespeare, qu'on avait fait avec Marco, hein, il y a 3-4 ans déjà. Hamlet ou Marco, et moi j'avais traduit La Tempête. Donc je sépare pas tellement les deux démarches. C'est la même chose, mais voilà. Ça se nourrit, oui, l'une se nourrit de l'autre. Voilà, exactement. Et on ne t'a pas présenté, tu es prof de philo, bon maintenant pas mal de gens le savent quand même, hein, Jacques Sou, tout le monde le sait, à Porto Vecchio aussi. C'est quoi que tu traduis de l'anglais là ? C'est quel philosophe ? De la philosophie du design. C'est le texte technique sur les objets, c'est incessant. C'est moderne. Oui, c'est moderne. Oui. Je te laisse la parole. Non, tu nous apprennes. Du coup, la traduction, c'est une démarche là aussi qui nourrit forcément la littérature, puisque des livres qui inspirent des livres, des auteurs et des mondes différents. Mais du coup, on aimerait quand même savoir quels sont les auteurs qui vous accompagnent et qui vous inspirent depuis que s'est révélé ce goût de la littérature. Moi, il y a des auteurs qui sont plus trop lus, qui sont plus trop à la côte, hein, il me semble. Hein. C'est des auteurs français de la fin du XIXe siècle, de l'époque de la décadence. Hein. Des gens comme Villiers de l'Isle-Adam, Huysmans, c'est quand même quelqu'un qui est lu. Hein. C'est ces auteurs-là, après la littérature américaine, une certaine littérature américaine, et surtout James Joyce.
Alors ça fait ultra prétentieux de le dire, mais... Ulysse. Ouais, voilà. Et j'ai essayé d'y mettre quelque chose de l'esprit d'Ulysse dans la vertu des paysans. Et notamment ce rapport qu'il a au trivial, aux actes les plus anodins, les plus triviaux. D'accord, bah, pas forcément dans le style, mais dans le... Pas dans le style, non, plutôt dans dans l'atmosphère le et rapport à dans l'ambiance. D'accord, au quotidien, aux choses pragmatiques. Voilà, Quoi. et trivial. Et anodine. Bon, moi, je pense qu'il y a des points communs. Alors, évidemment, chaque livre est singulier, mais je trouve des points communs entre vous deux. Il y a deux choses que je vois. C'est d'abord le goût de l'extrême écriture, de l'écriture très stylée, sophistiquée, pas forcément complexe, mais je trouve très travaillée. Vous avez tous les deux une écriture très travaillée avec beaucoup de recherche presque de beau style sans rentrer dans le beau style. Hein, je ne sais pas si on est d'accord. Rien à dire, j'espère. Et puis il y a les thématiques historiques. Je pense que vous êtes des écrivains de culture, c'est-à-dire que vous êtes des écrivains qui vous appuyez sur la connaissance de l'histoire et des grands faits historiques et la connaissance parfois même de faits plus anodins, notamment quand on lira peut-être sur le groupe Ludwig, là, ces passages-là, mais en même temps une espèce de réflexion, de sous-texte qu'il y a dans vos deux livres sur ce qu'est une société. Et ce qu'est notamment, sans le dire, chaque fois, la société. Témoignage, hein, il y a cette dimension-là, je pense, je vais m'adresser à Jean-Yves. Est-ce que tu peux écrire sans la dimension historique et culturelle? Alors, je pense que je l'ai fait, après peut-être qu'inconsciemment elle était quand même là. Là, c'est un choix, c'est vraiment un choix de m'appuyer sur l'histoire, la grande histoire, à travers la plus petite. C'est vraiment un témoignage sur ce que j'ai vécu, ce que l'on m'a raconté, ce que l'on ne m'a pas raconté. Il y a vraiment un désir de témoigner de quelque chose. Là, tu témoignes en l'occurrence des grands conflits mondiaux qui sont sous-jacents à une vie de village. Et chaque petit fait dans cette vie de village, finalement, prend du sens, je dirais, à l'aune de ces conflits mondiaux. Ça témoigne de l'influence qu'ont eu ces énormes faits historiques sur des micro-sociétés comme la nôtre, et en l'occurrence sur un village en particulier, sur une micro-société à l'intérieur de la micro-société corse. La première, la deuxième, bien sûr, ça a participé à ce que moi j'estime être une espèce de fatalité qui pèse sur la société corse, qui fait qu'on a tout pour y arriver et qu'on n'y arrive pas parce que du coup c'est quelque chose de monstrueux au niveau de la Première Guerre mondiale jusqu'à la catastrophe de Floriane qui vient percuter la société et qui lui démontre une fois de plus que finalement on ne va pas y arriver, parce que c'est comme ça. On ne peut pas y arriver. Ça reprend cette prophétie qu'on en attribue à une voix dans le ciel à la mort d'Henri de Belmesser qui dit « Corse ignorare maiue andare di malimpedio ». Alors bien sûr, ça ne repose sur rien, tout ça, je ne suis pas quelqu'un de spécialement superstitieux, mais c'est un fait, moi je le constate tous les jours à l'endroit où je vis. On a tout pour faire des choses et on ne les fait pas, et quand on les fait mal. Et ça, aujourd'hui, j'ai presque 40 ans de recul dans ma vie professionnelle et je l'ai constaté tout le temps. Donc mon propos, il est là et je me sers bien sûr de faits historiques et aussi de faits historiques plus récents qu'on a vécu nous-mêmes, notamment les années 90, pour illustrer ce propos-là. Moi, ça me fascine de voir à quel point on devrait être dans un pays différent, dans une société très très différente et on n'y est pas. Mais il y a un fatalisme dans ce que tu dis, mais en même temps, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qui s'oppose à ces grandes phases historiques qui parfois avaient du sens, et j'ai l'impression que c'est le cas dans vos deux livres, c'est une espèce de chaos moderne. C'est-à-dire la lecture d'aujourd'hui n'est plus lisible. À un moment donné, on a l'impression que les choses s'abîment.
Chez Jean-François, on voit bien que c'est la tentation fasciste latente. On sent que un terrorisme, un goût du terrorisme moderne apparaît. Chez toi, c'est plutôt à travers Gabriel, le personnage moderne, je dirais, que l'histoire ne s'incarne plus, elle ne s'incarne que dans le chaos. Est-ce que ces problématiques-là, elles étaient dans votre écriture, de dire, à un moment donné, la société, l'histoire a eu un sens, c'est très marxiste de dire ça, et puis à un moment donné, la confrontation au réel nous fait dire, non mais il n'y a pas de sens, c'est finalement vide de sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne sais pas, Jean-François. Ah oui, ça c'est une très 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 grosse question. Moi, je crois quand même qu'il y a un phénomène, c'est que quand on parle de choses qu'on n'a pas connues, que ce soit Jean-François avec des attentats en Italie, même si c'est assez récent, ou moi des conflits mondiaux, c'est différent. On pose un regard qui est distancié, qui a du recul, qui a de l'analyse. Alors que lorsqu'on parle de notre propre vie, même si ce n'est pas autobiographique, de choses que l'on a vraiment vécues, c'est très différent. On ne voit pas le sens, parce qu'on est toujours critique, on déteste l'époque que l'on vit. Forcément, puisque c'est notre époque, on n'en connaît pas d'autres. Moi, je ne sais pas ce que vivaient. On en parle, on a l'impression qu'on connaît un peu de ce qu'ont vécu ces gens au début du XXe siècle, ou avant, ou après. Mais c'est pas vrai. On l'imagine. On a lu des choses, bien sûr, on a entendu, on a connu des témoins de ce. Mais nous-mêmes, on ne peut pas apprécier réellement ce qu'ils ont vécu. Oui, mais dans le fait, Jean-Yves, que vous fassiez œuvre de littérature, mon avis, mon idée, je pose la question, je ne sais pas si j'ai raison. Mon idée, c'est que vous amenez un sens, vous aussi. Vous interprétez. Ou alors c'est moi qui vais de manière trop abusive vers l'interprétation ou la lecture, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez des réponses, vous, quand vous orientez votre écriture de cette façon-là, avec à chaque fois, il y a ça dans ce que vous faites. L'histoire en arrière-plan, et puis un chaos de la période présente. Toi, c'est à travers Gabriel, c'est un peu la période du nationalisme corse, etc. Alors je veux bien entendre qu'on n'aime pas cette période et qu'on n'a pas le recul de l'analyse. Mais vous, quand vous écrivez, est-ce que vous êtes dans l'analyse? C'est ça la question que je me pose. Pas moi, non. Après, si tu demandes à titre personnel, mon point de vue sur le sens de l'histoire, c'est une chose. Mais là, dans cette fiction-là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. J'aimerais bien l'avoir, ton point de vue sur le sens de l'histoire. Non, j'ai quand même un fond de conviction à propos des progrès sociaux et on avance bien quelque chose de plus souhaitable. Mais là, dans le bouquin, non. C'est-à-dire, il y a un surgissement, il y a une violence qui est là, dont on ne parvient pas forcément à justifier. Par exemple, c'est les années 70 en Italie, mais ça peut être aussi autre chose. Et puis, je ne vais pas divulguer la fin du texte, mais... Non, parce qu'on n'est plus dans les années 70. On n'est plus dans les années 70, dans l'époque actuelle. Mais ces surgissements de violence-là, non, peuvent ensuite avoir des effets complètement inattendus et voilà, produire là, pareil, je parlais de la situation actuelle, quoi. Je veux dire, ça peut arriver, ça. Je survends un petit peu le texte, mais c'est des choses qui peuvent arriver et on ne sait pas après ça. Le pire est toujours envisageable. C'est ça. Et on ne sait pas ce qui peut en ressortir. Quoi. Et là, il y a en ce moment quand même des choses extrêmement préoccupantes, et localement et au niveau sur le plan national. Je ne parle pas seulement de la guerre en Ukraine et de ces choses-là. Est-ce que justement vos livres n'ont pas saisi ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce que... L'aspect terrifiant des choses. Voilà, oui. Oui, puis de leur répétition, parce que dans le flot des rivières, finalement, c'est ça qu'on sent bien, et le titre le porte assez bien, c'est le fait que, on n'est jamais à l'abri de rien et d'aucun cataclysme historique, et que finalement... l'eau dans son cycle, comme justement pour le flot des rivières, et comme l'histoire dans son cycle dont on ignore peut-être tout, nous renvoie et nous ramène toujours au chaos. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une analyse. Moi, j'analyse ce que j'ai écrit en le relisant.
Mais ce que j'ai écrit, bien sûr, c'est porté par mes réflexions, par tout ce que j'ai pu voir et les choses auxquelles j'ai pensé tout au long de ma vie. Et donc, ça sort, c'est un propos, plus qu'une analyse. C'est mon regard sur cette société. Et bien sûr, après, l'idée, c'est plus que le lecteur va analyser ça et va en tirer lui-même son interprétation, qui ne sera pas forcément la même que la mienne, qui ne sera pas forcément fausse, mais qui ne sera pas celle que j'ai voulu dire, moi, que j'ai voulu y mettre. Pour moi, c'est vraiment un propos. J'avais envie de parler de cette période-là, j'avais envie de dire ce que j'avais ressenti à travers quelque chose de romancé, et c'est ce que j'ai fait de façon brute. Après, évidemment, quand j'écris, je ne me dis pas je vais parler de ça. C'est après l'avoir écrit que je me rends compte que j'ai parlé de telle chose et que je me dis oui, mais ça me va bien, je le garde parce que c'est un propos que j'ai envie de défendre. Mais l'analyse de la société elle-même, je ne sais pas, c'est vraiment le regard. Pour l'instant, je trouve que on est encore là. L'exemple de Florian, il est frappant parce que je me suis retenu énormément. Pour moi, c'était vraiment un objectif au départ. Je voulais écrire un roman sur la catastrophe, dont le personnage principal serait la catastrophe et des gens qui auraient vécu cette catastrophe. Et j'ai très vite compris que j'en avais pas la légitimité. Donc je l'ai limité à quelque chose d'assez court. Et je n'ai fait que relater ce que moi, j'avais vécu exactement. Là, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. J'étais dans cette tribune, je l'ai vu tomber, je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été touché, ni moi dans ma chair, ni autour de moi, des proches. Donc, je n'avais pas la légitimité, parce qu'il y a quand même des gens qui sont encore aujourd'hui largement traumatisés par ça. Donc, je ne me sentais pas le droit de le faire. Mais j'ai voulu parler de ça, parce que on est là pour en témoigner. Mais il n'y a pas d'analyse parce que c'est beaucoup trop, on n'a pas de distance. C'est quelque chose qui m'a traumatisé à petite échelle, mais je pense à traumatiser la Corse entière, même de façon inconsciente. Et il fallait en parler. Voilà. Moi, je voulais donner un propos sur ce qu'a été ce moment, pourquoi on y est allé, un peu cibler de façon très, très légère les responsabilités de chacun, y compris la mienne, parce que je serais monté en courant sur cette tribune si j'avais eu le billet que j'espérais avoir dans la tribune qui est tombée. Moi, moi je suis monté. Hein. Mais oui, mais je l'aurais fait, j'ai pas pu le faire. Donc, c'est pas que j'ai pas reculé. Pourtant, j'avais vu dessous les cales et je l'aurais fait quand même. Donc, oui pour le témoignage, oui pour le propos, oui pour l'avis, je sais pas, l'opinion, tout ce qu'on voudra. Après, l'analyse, c'est peut-être un peu tôt pour ça. Mais je ne pensais pas à l'analyse dans ces termes-là. Moi, je pensais à l'exemple que tu donnes de Florian, il est bien parce que, justement, il illustre le chaos. Il illustre cette idée du chaos qui est omniprésente dans vos ouvrages. On pourrait en parler à travers les ouvrages de Nicolas ou de Jean-Michel Nègre aussi. Il y a cette idée de la brisure du monde qui intervient à un moment donné. Et l'analyse, pour moi, elle serait ailleurs. Elle serait de se dire que vous faites de la littérature, enfin c'est mon point de vue, vous faites de la littérature comme on n'en faisait pas dans les années 70 en Corse, par exemple. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus en conscience inscrit dans la période actuelle, dans le monde actuel que l'on vit. Est-ce que ça, vous en avez conscience de ça? Ben oui, surtout, c'est même un reproche qui a pu être fait à toi également, de se complaire un petit peu dans une littérature complètement déniaisée, revenue de tout, etc. Mais je pense qu'un auteur ou un homme, il aimerait croire, il aimerait avoir de l'espoir. Moi, j'adorerais croire au Christ, je sais rien de ce truc-là, mais je n'y arrive pas. Et s'agissant du propos des bouquins qui sont ici, c'est pas de la posture, quoi. C'est vraiment, c'est un état de fait, quoi. On peut l'illustrer à travers la lecture dont on parlait. J'ai envie de vous lire un passage du roman. Alors ça se situe dans les années 70 en Italie. Il y a un groupuscule terroriste qui émerge, mais à l'époque où c'est les années de plomb, où l'Italie se divise plutôt entre, je dirais, l'État, c'est la social-démocratie chrétienne à l'époque, et l'extrême gauche, vous avez l'émergence comme ça d'un groupe fou, terroriste nazi, qui est composé de 2 personnes. Et j'ai quand même envie d'aborder ça à travers ce passage-là, je le lis.
Alors là, il y a le personnage principal qui discute avec sa femme. Ils se disputent d'abord. Le couple se dispute avant que lui n'aille s'intéresser à des faits plus précis. Hein. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce qui t'intéresse autant pour aller traîner dans les campements de clochards ?» lui demanda son épouse à son retour. « On s'en va dans quelques jours, je te le rappelle. Tu devrais plutôt t'employer à préparer ta prise de fonction. Tu n'as qu'à t'engager avec les brigades si tu veux défendre les pauvres. Comme ça, Fior en aura plus de père. » Paolo, c'est Paolo Ross le personnage, Paolo, quelque peu agacé par ses propos, pénétra dans la chambre de Fior et ouvrit brutalement l'armoire de sa fille, de laquelle tomba un ballon multicolore. Il se retint pour ne pas mettre un violent coup de pied dans l'objet et descendit lire un magazine dans le salon. Il était près de minuit. Au même moment, à quelques rues, Wolfgang Abel et Marco Furlan prenaient leur poste dans la grande usine du Monde. Ils avaient minutieusement préparé quelques cocktails Molotov et avaient, depuis quelques semaines peut-être, choisi leur cible. La justice des deux héritiers était en marche. Guerrino Spinelli se trouvait dans sa voiture. La présence des nombreux sacs devait aider la propagation du feu. Wolfgang jeta un premier cocktail Molotov, puis un second. Spinelli hurlait de voir ses chairs se gonfler de cloques. Paolo se dirigeait vers la butte. Il s'en trouvait tellement proche qu'il ne pouvait apercevoir son sommet. Face à cet endroit, à l'époque des Autrichiens, il y avait des écuries avec des bêtes splendides. Aujourd'hui, les lieux voient se marier les prairies, la terre remuée, les gravats de béton. Spinelli, celui de la Fiat, il est là, demandait Paolo. Non, personne ne l'a plus vu, il me semble. Un autre vagabond s'approcha. Le type de la Fiat, tu sais où il est? Oui, je sais, la semaine dernière, il a eu un accident, je crois. Et il a brûlé, il est à l'hôpital. Et Paolo repartit du terre-plein des vagabonds pour ne plus jamais y revenir. Il avait une petite fille, il devait en prendre soin, et le reste n'avait guère d'importance. Pendant quelques heures encore, il ne cessa de marmonner. Mais ce pauvre type quand même, mais ce pauvre type quand même. C'est en 1984 que Marco Furlan et Wolfgang Abel furent capturés dans la petite ville de Castiglione, au moment où, affublés de déguisements et tenant à bout de bras des bidons d'essence, ils tentèrent d'incendier la Melamara, petite discothèque de campagne dans laquelle 400 personnes se trouvaient. Cette belle jeunesse de la province de Mantoue doit la vie à une norme de construction, obligeant depuis la tragédie du cinéma Statuto en 1983 à utiliser des revêtements inifugés. Elle doit la vie à une moquette. L'essence jetée par Furlan et Abel se consomma dans les fibres, mais très lentement, suffisamment lentement pour mettre un terme à l'existence du groupe Ludwig. Nous étions en mars, jour de carnaval. Les filles s'étaient longuement préparées, une attention méticuleuse avait été apportée au maquillage. Les jeunes hommes portaient des chemises à jabot, des masques vénitiens, des toges impériales, il y avait des confettis, des plumes, mêlés aux cadavres carbonisés, tout ceci aurait fait un bien étrange et pitoyable tas de cendres. Bon. Tout cela est vrai, je précise. C'est une histoire Oui, vraie. c'est une histoire vraie. T'inspires En d'une fait, histoire. c'est très Orange Mécanique, ils s'en prenaient. Là, ils ont vraiment balancé ces deux gars, des cocktails Molotov dans la voiture d'un vagabond, quoi, quelqu'un qui vivait dans un camp de. C'est le nom. Alors, c'est ça la petite histoire. C'est bien pour ça que ce que disait Jean-François tout à l'heure est très juste. C'est-à-dire que quand on se lance dans la littérature, c'est parce qu'on aime observer le monde et l'humanité autour de nous. Et bon, il faut bien se rendre compte, se rendre à l'évidence que l'humanité, d'une façon générale, c'est une immense saloperie. Donc, on écrit des choses qui sont à l'image de ce que l'on voit, même si on aimerait beaucoup, et qu'il y a plein de contre-exemples, évidemment, qu'on a aussi autour de nous plein de choses merveilleuses. Mais c'est Paolo. C'est Paolo. Il cherche à être le contre-exemple. C'est Paolo. Et c'est le livre lui-même. C'est le fait d'avoir écrit, d'avoir donné matière à réflexion, matière à se souvenir de ces événements qui sont rigoureusement exacts. C'est toutes sortes de choses très positives. Mais tout ça, ça vient de l'observation de ce que nous sommes collectivement, et c'est pas très joli, hein, c'est sûr. Absolument. Moi, je voulais quand même lire ce passage parce qu'il donne le ton, je pense, de ce qu'est ce livre. Alors, il y a un humour un peu ironique en même temps, tu sais jouer de ça. Il y a un côté presque... Voilà, c'est là où je disais ce style qui intervient, qui n'est pas un beau style, mais qui flirte avec, presque par caricature, j'ai l'impression. Tu aimes jouer de la caricature? Il y a une espèce de second degré où les choses
sont dites, enfin, elles sont suggérées d'une certaine façon, et après à chacun de nous de comprendre ce qu'il a voulu dire, et c'est limpide, hein, mais c'est pas complètement dit. Oui, c'est le travail du lecteur finalement de terminer le bouquin. Voilà, de terminer le bouquin, Oui, de faire absolument. l'autre partie du chemin, quoi. Le message est là, mais encore faut-il pouvoir l'extirper de ça. Enfin, moi, je l'ai vu souvent, je me suis dit, c'est ce qu'il a voulu dire. Peut-être que je me trompe, hein, si on faisait une analyse plus précise, peut-être que je serais à côté la plupart du temps. Mais souvent, ça m'a fait cette impression-là, de me dire, tiens, là, il y a quelque chose derrière cette phrase, cette figure, et qui n'est pas forcément dit, mais... Ceci dit, moi j'adore quand dans la littérature, parce que ça m'est arrivé aussi quand même quelquefois, on vient nous raconter notre livre, on vient nous dire mais tu as parlé de ça, tu as écrit de ça, et là on voit la multitude des interprétations, et on se dit bon, peut-être que j'ai levé un truc à un moment donné sans le savoir aussi. Et je pense qu'il y a de l'imperceptible dans tout ça, il y a de l'inconscient. Sans parler de nous en particulier, mais il y a des gens, il y a des auteurs sur lesquels on pourrait disserter pendant des heures ici et des heures. C'est pas possible que ces gens-là, ils aient mis tout ce dont on parle depuis des années, voire des siècles. Pour certains, c'est pas possible qu'ils aient pensé à tout ça. Donc, forcément. Non, ils le pensent peut-être pas, mais est-ce qu'ils sentent pas quelque chose de l'atmosphère? Voilà, c'est ça, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que il y a différents degrés. Il y a les degrés de la conscience dans ce qu'on écrit. Ça, je veux le dire, ça, je veux le placer absolument. Ça, c'est le cheminement qui m'y amène. Et puis, il y a tout ce auquel finalement, on n'a pas pensé, mais qui a nourri encore plus fort ce cheminement-là. C'est pour ça que je disais que pour moi, vous êtes des auteurs d'une époque bien précise. Vraiment, et pas les années 70, pas le réacquiste, même pas les années 2000 quand on écrivait avec Jérôme. Je pense que vous êtes dans quelque chose de différent. Vous êtes à même d'illustrer un propos réellement d'aujourd'hui. Enfin, c'est mon point de vue. Et en tant qu'éditeur, modestement, ça me plaît de toucher ça du doigt. Hein, je ne sais pas. Angela va parler un peu avec Jean-Yves. Là. On va rentrer un peu dans... Oui, alors peut-être justement Oui, alors, moi je pense aussi profondément qu'un écrivain se nourrit de son époque. De toute façon, voilà, puisqu'il y baigne, tout simplement, et qu'il se nourrit de ces lectures, et qui sont, elles, forcément d'une époque précédente, mais il se nourrit aussi de tous ceux dans lesquels nous baignons tous collectivement. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être plusieurs strates entre ce qui est, ce qu'on veut faire, ce où on veut aller, et des choses qui sont peut-être plus inconscientes et qui relèvent peut-être justement de cet inconscient collectif. Et justement, du coup, je voudrais, Jean-Yves, te poser cette question sur ce qui est transmis de génération en génération dans ton roman et qui semble moins relever des valeurs que finalement des schémas de haine. Donc on a le personnage principal de Gabriel qui apparaît comme de plus en plus agressif et de plus en plus désemparé au fil du roman, et parallèlement on apprend que on vient à la connaissance du meurtre fondateur de cette lignée, entre guillemets. Et est-ce que justement tu penses, comme on se plaît à le croire aujourd'hui, enfin qu'on veut bien le dire aujourd'hui, que les traumas, même tacites, se perpétuent de génération en génération? Évidemment, de toute façon, c'est un des grands propos du livre, c'est le non-dit. Et là, moi je prends des exemples qui sont peut-être un peu extrêmes, mais on a tous, moi j'ai entendu des histoires plus ou moins racontées dans mon village ou à proximité, de choses absolument horribles qu'on a cachées parce qu'il ne fallait surtout pas en parler, il ne fallait pas mettre ça aux mains de la justice, il ne fallait pas mettre la honte, le déshonneur sur les familles, mais finalement, c'était uniquement les apparences que l'on sauvait, parce que le déshonneur, il était là, puisqu'on avait commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Et on a transmis ça, et aujourd'hui on est ça aussi. Moi ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de contredire ces discours qui sont pour moi complètement ridicules,
qui tendent à dire qu'avant c'était merveilleux, qu'on vivait dans une société idéale où les gens étaient tous heureux, tous épanouis, tous. Alors ils étaient certainement bien moins stressés que nous, ça c'est un fait, parce que le rythme de la vie n'était pas le même, mais en dehors de ça, la vie était très très dure, et dans des sociétés rurales comme c'était le cas chez moi, où il y avait beaucoup de monde, et forcément il y avait une proportion de gens qui n'étaient pas bons, qui étaient même très très mauvais, et qui influaient de façon abominable sur le présent qu'ils vivaient et sur les générations futures. Et c'est ça, cette malédiction, cette fatalité, puisque la malédiction c'est peut-être un peu fort, mais cette fatalité, elle vient de là aussi. On ne veut pas le reconnaître aujourd'hui, on ne trouve que des petits-enfants de résistants, ou que des petits-enfants de bergers merveilleux qui promenaient leur troupeau en bonne intelligence avec tous les autres, alors que non, les gens ils passaient leur vie dans les tribunaux, c'est la vérité, c'est juste la vérité. Des collabos, il y en a eu plein de résistants, il faut assumer ce que nous sommes. Et moi j'ai tellement entendu dire qu'on était le produit d'addition de valeurs merveilleuses qui n'étaient vraies qu'ici, que j'ai envie de dire le contraire. Alors parfois peut-être que j'exagère pour contrebalancer ça, mais ça crée un équilibre, parce que moi je sais d'où je viens, je suis pas du tout, vraiment pas du tout nostalgique bien sûr de ces époques que je n'ai pas vécues, et en revanche j'ai connu des gens qui ont vécu ces époques-là, et je les regrette beaucoup, parce qu'ils avaient, oui, une autre vision du monde, ils venaient d'une autre planète, plus que d'un autre monde. Et ils avaient connu des choses qu'on ne connaîtra jamais, qui étaient sûrement bien meilleures que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais en revanche, je suis, comme disait Jean-François tout à l'heure, je ne suis pas du tout opposé au progrès, au contraire, moi mon époque, elle me convient avec ses qualités et avec ses défauts. Le propos, c'est toujours celui-là, de dire nous sommes juste des humains parmi les autres. Alors oui, ici aussi, on développe certaines valeurs qui sont très positives, mais on n'en est pas propriétaire, évidemment. On n'en a pas l'exclusivité, on est juste de façon universelle, nous aussi, bons ou mauvais, selon le moment. Mais Jean-Yves, dans ton livre, il n'est pas non plus à... Tu dis je rééquilibre. Moi, je pense que ton livre, il n'est pas non plus à charge contre un monde ancien qu'il faudrait relire, etc. Tu vois, il y a des personnages ils sont intemporels finalement, ces personnages, parce qu'ils sont les voix d'une sagesse. Et c'est plutôt Gabriel qui les a pas entendus, ces voix-là, non? J'ai l'impression. Pourquoi cette fameuse transmission qui ne s'est pas passée à un moment donné, parce qu'il y a eu une cassure. On est passé à cause de, par exemple, la Première Guerre mondiale. Hein, c'est un exemple que je cite très, très souvent, mais tous ces gens qui sont morts ou qui ont été blessés ou qui sont revenus traumatisés de ce conflit dans la société corse, ils manquent encore aujourd'hui. Ils ont manqué tout le temps, et certainement que notre devenir aurait été différent si ça n'avait pas été le cas, si ne fût-ce que la moitié était revenue. Ça aurait rééquilibré les choses. Moi, je fais un métier aujourd'hui depuis 35 ans, donc j'ai commencé, j'avais 19 ans. Et au moment où, avec mon associé, on a commencé à faire ça, à vouloir ramasser des châtaignes, en faire de la farine, il n'y avait plus personne pour nous dire. Il y avait des gens qui se souvenaient que leurs parents, ou eux-mêmes quand ils étaient jeunes, il n'y avait plus. C'était complètement coupé. Et c'est aussi le propos de dire qu'on n'a pas cette transmission, et on l'a mal, encore une fois, souvent, trop souvent, on le vit aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec certains phénomènes de cette espèce de néofascisme qui est en train de monter autour de nous. Moi, j'ai l'impression que ces gens, tout simplement, ils interprètent très très mal ce que leur a pas transmis, en fait. Et parce que cette cassure-là, là aussi, elle joue de façon culturelle, de façon économique, de toutes les façons, il nous manque quelque chose, et on n'y arrive pas. Après, bien sûr, il y a aussi tout ce qu'il y avait de bon dedans, hein, j'espère. Quand je dis que c'est un peu à charge, c'est parce que parfois je vais peut-être un peu loin dans l'exemple que je choisis pour illustrer ce qu'était cette vie-là. Mais j'espère qu'il y a du lumineux aussi, qu'au bout du compte, les gens ne retiendront pas que l'obscurité. Il y a aussi un peu de lumière. Il y a une lumière très estivale dans des passages chez Jean-François qui se passent en Corse. Alors c'est très inspiré par Sebald, hein, je crois. Oui, il y a ces moments où le narrateur se retrouve dans les années 90, alors là pour le coup, à jouer de la guitare pour des touristes avec quelques musiciens locaux. Hein.
Du piano, oui. Pas du piano. Eux jouent de la guitare et lui joue du piano, c'est ça, il me semble. Et tu nous fais un portrait là de... Moi j'ai l'impression que c'est des pages définitives sur la Corse des années 90. J'ai rarement lu quelque chose d'une telle justesse, je le dis. Mais on va lu un passage, on va pas relire, on laissera les lecteurs découvrir ces instants-là. Tu aurais pu en faire un livre de cette période des années 90, ou est-ce que c'est ton livre justement qui tourne autour de ça? Non, j'aurais pas pu en faire un livre. Non, parce que c'est des années qui passent pas, même si on n'a pas été au premier chef, frappé par tout ce qui s'est passé, par les horreurs, par les règlements de compte, par cette guerre qu'on appelait guerre fratricide. Mais en tout cas, c'est la génération, la nôtre, c'est à ce moment qu'on était adolescents, mais ça passe toujours pas, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais Ça revient. pour l'instant, ça passe pas. Et ça passe en littérature en tout cas. En littérature, voilà, mais j'aurais été complètement incapable de faire écrire un texte intégralement là-dessus, quoi. C'est quelqu'un qui doit être fait peut-être par un genre de génération Et donc, d'avant. à un moment donné, tu évoques la grande usine ou la grande fabrique du monde, c'est ça? Et ce passage-là s'inscrit dans Oui. cette grande fabrique du chaos, Oui. finalement. C'est ça que tu Ouais, voulais c'est dire. Comme s'il y avait comme ça du mal produit en continu, comme ça, à flux tendu, et qui allait se libérer un peu partout, quoi. Et ouais, c'est vrai que le personnage principal, il se trouve à un moment donné, il est à Saint-Florent, dans les années, au milieu des années 90. Et, lui, comment dire, il a été proche de quelqu'un qui a connu le monde des brigades rouges et les attentats des années 70-80, l'attentat de la gare de Bologne. Et il retrouve ça ici, quoi, mais il ne comprend pas du tout ce qui se passe, quoi. Oui, on dirait qu'il n'a pas la lecture, non, qu'il ne comprend rien. Il entend dire que tel a été tué, donc il comprend rien. Est-ce que c'est pas ça le sens de ces années-là, quelque part? C'est possible. De rien comprendre. Ouais, de rien comprendre. Est-ce qu'il y a des phases dans l'histoire où on ne comprend rien à ce qui se passe? Je pense que si on n'était pas à l'intérieur de ce cercle de gens qui Voilà, s'étaient tués, on ne pouvait rien comprendre. Parce qu'eux, ils avaient exclu tout ce qu'il y avait autour d'eux. Le monde se résumait à leur quotidien, ils étaient toujours ensemble, les mêmes personnes, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils réfléchissaient ensemble. Et le monde extérieur, c'était leurs ennemis du mouvement en face. Tout le reste de la société avait disparu dans leur esprit. Donc on ne peut pas comprendre ça, sauf à être dedans. C'est peut-être un truc un peu dur ce que je veux dire, mais il y a quand même une vérité qui est due à un moment donné à ce peuple, de la part je pense, de certains acteurs, pour le pire et le meilleur. Voilà, Oui, il y a des responsables. Il y a sinon une vérité qui est due maintenant. Elle sortira peut-être pas demain, peut-être un jour. Tu veux dire une vérité de mémoire? Une vérité de mémoire, voilà. C'est historique. Mais ça prendra peut-être des décennies, quoi. Je sais pas, la guerre d'Algérie aussi, ça Le recul, ça là aussi, ça pris du temps. C'est pas évident. Hein, Ouais, il faut bien ces 70 années-là, un Ouais, c'est minimum, peut-être, avant ouais. que la distance se fasse. Justement, ça me donne envie de rebondir sur l'engagement, du coup, qui est quand même un thème très présent dans ton roman. Et où le personnage donc, de Gabriel va d'abord, adolescent, se retrouver en opposition à ses parents, mais bon, ça, somme toute, c'est un peu l'histoire de tous les adolescents de toutes les époques. Mais ensuite, il va se laisser séduire par ses idéalismes, justement, et qui dictent le bien et le mal. Donc je cite, le bien et le mal selon que l'on était ou pas issus de la même histoire, du même sang versé. Est-ce que justement décrire cet engagement idéologique et politique comme le culte d'une secte ou d'une religion, c'était bien ton propos, et est-ce que tu penses que l'engagement est toujours affaire d'aveuglement? Malheureusement, oui. Après, il y a des engagements qui sont plus beaux que d'autres. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais lycéen, j'étais à fond là-dedans, mais vraiment, j'étais aveuglé, comme on l'est à 16 ans. Et j'ai été manipulé par des gens qui sont encore aujourd'hui d'une certaine façon sur la scène politique et qui n'assument pas le fait d'avoir fait ça et qui parfois même continuent, on l'a vu récemment, à manipuler des jeunes qui ont le même âge que moi à l'époque pour faire certaines choses qu'ils n'ont peut-être pas le courage de faire eux-mêmes ou qu'ils préfèrent faire à d'autres. Donc je l'ai vécu comme ça.
ça a été ce qui a amené, d'ailleurs, la période que je décris, c'est celle qui a construit le massacre qu'on a vu au milieu des années 90. C'est parti de là, ça a commencé à partir du moment où on a mis de l'argent dedans, c'est parti en vrille. Donc cet engagement, il a été dévoyé très très vite, parce qu'au départ c'était très sincère. Je pense que la création du FLNC, les tout premiers attentats, il y avait un vrai engagement désintéressé, et les gens y croyaient. C'était un peu amateur, c'était un peu plus dangereux sûrement que ça n'a été plus tard. Et après, du moment qu'on s'est organisé, du moment qu'on a créé ce qu'on a appelé de façon très poétique l'impôt révolutionnaire, qu'on a admis que si quelqu'un payait, on n'allait pas le plastiquer parce qu'il avait payé, alors que l'autre n'en avait pas les moyens, ou la figure ne revenait pas, on allait lui raser sa maison, c'était fini, c'était déjà fini. Et l'engagement politique, il est au-delà de ça, normalement. Il devrait dépasser ce genre de choses. Nous, malheureusement, on est allé beaucoup trop vite, selon moi, dans l'action militaire, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. La résistance contre l'État français en Corse, elle s'est arrêtée en 1778. Je veux dire, il faut pas. Il y a eu les pendus du Niolo en 1774 et la révolte du Fiumorro. Mais entre ça et les années 50 et les premières. Jean-François dirait c'est la préhistoire. Oui, c'est la préhistoire. On est rentré dans le monde, que ça nous plaise ou pas, on est rentré dans le monde, dans la société française à pieds joints, même si ça a pris beaucoup de temps. Moi, je parle de gens, là, quand je parle du personnage de Second, je pense à un personnage qui n'est pas du tout un homme, mais c'est une femme qui était ma grande tante, la sœur de mon grand-père, qui est morte en 93, de 92 ans, qui ne savait pas parler français. On avait traversé le XXe siècle sans savoir parler français. Pourtant, on ne lui aurait pas fait dire autre chose que je suis française, évidemment. Et ça, c'est quelque chose on ne peut pas aujourd'hui le nier, c'est un fait. Nous sommes ce que nous sommes, point. On ne le nie pas, on l'occulte. Oui, voilà, on le transforme en autre chose, on voudrait être autre chose. On ne veut pas que ce soit ça. Et alors, je m'éloigne un peu de la question, comme d'habitude, mais ça relève du même procédé. On se trompe, et pour corriger une erreur, on en commet une autre, et ainsi de suite, on va dans le mur, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il y a toujours un mur terrible. Mais dans le bouquin de Jean-François, il y a des passages, c'est pour ça que j'ai fait cette boutade sur la préhistoire, tu as des passages sur le banditisme rural dans le sud de l'Italie au XIXe siècle. Les personnages évoquent cette période de l'unification italienne où les brigands, comme ils les appelaient, ont été exterminés, matés par les Piémontais. Et tu vas jusqu'à la phrénologie, tu vas jusqu'à tout ce qui s'est passé à cette époque, l'émergence de la science de Lombrose, qui étudie les crânes des méridionaux pour étudier leur tas, pour définir leur criminalité, leur taux de criminalité. Et tout ça, c'est pendant que le personnage est dans un musée, le musée de Lombrose, à Turin, ouais. Et il dit, bon, toutes ces histoires, finalement, c'est la préhistoire. Mais c'est pas la préhistoire, c'était il y a 100 ans en arrière. C'est ça qui rebondit avec ce que tu dis là. Et je trouve que finalement, vous avez beaucoup de points communs dans ces bouquins. Enfin, et il le dit aussi à propos des attentats des Brigades Rouges dans les années... Absolument. Plus tard, ça semblera la préhistoire. Complètement. Bientôt, ce sera de la préhistoire. Parce qu'à la fois, on n'a pas la distance, mais le temps passe très très vite. C'est vrai que quand on se dit, tiens, c'était déjà il y a bientôt 20 ans, on a parlé de la catastrophe de Florian, par exemple. Ça passe 30 ans, c'est complètement dingue. Et en même temps, c'est les mêmes schémas qui se répètent, quoi. Une dernière question, peut-être, Angèle. Peut-être une question à propos des personnages féminins dans ce roman. Du coup, parce que, bon, moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, justement parce qu'il a, il donne, c'est pas une vision historique, mais il s'appuie sur une perception de l'histoire qui est collective. Et voilà, et on est ou pas, bien sûr, on n'a pas vécu la Première Guerre mondiale, mais effectivement, moi je pense qu'on est tous des héritiers d'une histoire collective et donc locale, géographiquement
on ne peut pas s'en dissocier. Et cela dit, ça reste un roman où il y a énormément de personnages masculins. En tout cas, ils dominent largement la scène et trompent très peu de personnages féminins. Et la seule histoire d'amour qui est très courte, vécue par Gabriel, se solde par un échec. Est-ce que cette absence de personnages féminins, elle révèle, elle aussi, le poids d'une société genrée? Certainement. Après, c'est pas conscient, hein, ou non pas. Je le regrette, mais je ne sais pas le faire. Je sais pas. J'ai jamais réussi jusque-là à développer un personnage féminin qui me convenait. Donc je préfère l'abandonner plutôt que d'en faire quelque chose qui va sonner faux pour moi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais évidemment il n'y a aucune misogynie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà, je relevais justement c'est un fait, je le constate moi-même. Et quant à l'histoire d'amour, elle n'est là, cette jeune fille, elle n'a même pas de prénom. Donc, oui, il s'adresse à elle par la deuxième personne. Elle n'est là que pour illustrer la folie qui s'empare de Gabriel. C'est un exemple de plus, montrer que de toute façon, il n'a que faire de tout ça, puisque il sait où il va, donc il ne va pas s'embarrasser, même si c'est sincère ce qu'il ressent. Finalement, ça illustre le fait qu'il n'est pas dans la vie aussi. Oui, il passe à côté de sa vie. C'est ça, il passe à côté de cette histoire d'amour. Il a tout pour réussir. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il a tout pour réussir sa vie et avoir une vie tout à fait équilibrée, épanouie, dans un endroit qu'il aime, avec quelqu'un qu'il aime, soutenu par des gens qu'il aime et qui sont... Parce que bon, finalement... Oui, parce que les femmes, les mères qui sont présentes sont assez lumineuses. On la voit, elle est peut-être un peu, elle est peut-être un peu caricaturale, parce que je la vois pas du tout. La grand-mère est plus importante. Mais sa mère, elle apparaît quasiment pas. Oui, la grand-mère est plus importante. Elle donne peut-être un peu l'impression qu'elle est beaucoup trop suiviste par rapport à son mari. Je l'ai regretté, mais bon, c'était comme ça, je l'avais écrit comme ça, je ne suis pas revenu dessus. Mais il avait tout. Et il n'a pas réussi, non seulement il n'a pas réussi, mais il a tout fait pour saboter ce qu'il a. La jeune fille, elle n'est là que pour ça. C'est pour ça que, bien sûr, après, les femmes, elles sont présentes parce que elles sont femmes. Oui, non, mais c'était pas un reproche, c'était plus justement une remarque qui visait à montrer que c'était un roman d'hommes et que c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est des hommes qui vivaient entre eux qui finalement n'acceptaient absolument pas le regard étranger, y compris celui des femmes autour d'eux qui étaient des étrangères en fait. Ça exprime la réalité de notre société, ça minore les femmes. Moi, je crois être un peu plutôt féministe, si je devais développer certaines théories. Après, c'est comme ça. Je veux dire, les femmes, jusque-là, même si ça change, mais on est très loin d'avoir un équilibre. Donc quand on parle de ces choses-là, évidemment, elles apparaissent. On le voit aussi dans je dirais le fait que majoritairement jusqu'à présent, la littérature en Corse, elle est beaucoup masculine, pas qu'en Corse. Pas qu'en Corse. Pas qu'en Corse. Voilà, mais en Corse, c'est le genre de choses qui ne puisque commence c'est à le changer territoire que où maintenant. nous publions des livres, on voit ça. Mais on observe aussi l'émergence d'auteurs, femmes, qui prennent la parole et qui, à mon avis, rééquilibrent le truc, amènent quelque chose de différent. Philippa, c'est ça. Philippa Santoni, c'est vraiment une voix complètement originale, singulière, et qui, à mon avis, manquait dans le décor. Ornella Nobili, qui n'a pas publié chez nous, mais qui est publié ailleurs, chez l'un des primeuses, je trouve que c'est des voix comme ça. Et bon, peut-être le rééquilibrage est intéressant et nécessaire. Il me semble que ça commence à opérer. Alors je dis ça, et puis on va publier beaucoup de livres masculins dans les semaines à venir. Voilà, non, c'est vrai qu'on ne fait que commencer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, de toute façon, c'est parce que c'est l'image d'une société qui était fondamentalement genrée et où, de toute façon... Pour illustrer les tranchées, ce sont des hommes. J'aurais pas pu... Gabriel, ça ne pouvait pas être une fille. Oui. Même si j'aurais pu faire parler à la première personne un personnage féminin, mais c'est pas possible puisque ça n'existait pas. En tout cas, moi j'ai pas d'exemple de filles militantes engagées dans le mouvement nationaliste. Oui, il y en a plein, mais dans le mouvement clandestin, j'en connais pas. Donc pour moi c'était pas, je n'ai même pas pensé, je veux pas dire que j'ai envisagé, mais je n'aurais pas pu le faire avec la même
avec la même véracité. C'était pas possible, parce que ça m'aurait semblé être un mensonge, puisque je crois que ça n'a pas existé. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, si ça a existé, c'était Non, c'était anecdotique. à la marge. On le sait bien. Non, mais justement, ma question elle est dans ce sens. Ah ouais, dans le sens c'est un fait. d'indiquer que c'était justement espérer- un livre il faut très espérer genré, que quoi. dans le Et cinéma, très clivé, quoi. Elle est intéressante la question, hein, au-delà des bouquins de Jean-Yves ou de Jean-François, mais ou des miens, parce que moi, finalement, j'écris aussi sur la guerre de 14, et finalement, on se rend compte que, même il peut y avoir de la qualité dans ce qu'on écrit ou pas, mais c'est secondaire finalement. C'est que très souvent, le récit qu'on reproduit est un récit masculin, ça c'est la vérité. C'est qu'on a appris à lire ces faits historiques à travers la geste Le regard, masculine. voilà. Alors que rien n'empêcherait finalement qu'on fasse un livre sur la guerre de 14 en Corse, vu par un personnage féminin. Bah, surtout féminin. que les femmes en ont Voilà. énormément souffert. Ben, C'est elles comme qui les ont hommes, bien porté, sûr. pendant toute l'absence des hommes, c'est elles qui ont porté la société. Et donc, elles Ça ont veut eu un dire- rôle majeur, pour le coup, dans la société, pas Ça dans veut les dire- tranchées, mais... Au-delà de la guerre, les femmes dans la société rurale, c'est elles qui faisaient. Elles représentaient les 3/4 Du travail accompli. l'effort, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, on ne parle que des hommes parce que c'est eux qui. Bien sûr, oui, ils conduisaient les troupeaux, ils faisaient peut-être du travail de force, et encore, des travaux de force, encore, je ne sais pas, mais moi j'entends parler de, par exemple, la récolte des châtaignes. Oui, les hommes, ils venaient le soir, ils chargeaient les mules et ils ramenaient les châtaignes. Mais C'est les toute femmes la qui journée, c'est cueillaient, les femmes qui bien les sûr. ramenaient. Pareil pour les olives, pareil. Évidemment, j'aurais pu, c'est vrai, prendre des exemples. Le personnage de Second, lui, il aurait pu être, lors de la guerre, bien entendu, il aurait pu être doublé par quelqu'un qui était... C'était un peu plus le cas dans André Higuer. J'avais la grand-mère qu'on voit là, l'autre grand-mère, celle qu'on voit très peu, l'arrière-grand-mère, précisément, en fait. Non, la grand-mère, qui Oui, disparaît Lucie. assez vite, voilà, Lucie. Elle était beaucoup plus développée dans le premier roman. J'ai repris ces personnages-là, et elle, bon, elle a été remplacée plutôt par la deuxième grand-mère, mais elle avait sa place, c'est évident. La femme a une place plus que prépondérante. Sans femme, je ne sais pas si on s'en serait pas sorti, évidemment, sans parler même de la vie, de donner la vie ou de la porter, hein, simplement dans la bonne marche de la société rurale, quand elle fonctionnait, quand il y avait du monde, c'était les femmes qui faisaient fonctionner. Même quand elle a dysfonctionné, justement, hein, au moment de la guerre, encore une fois, voilà. Non, mais après, bon, là, le propos, c'est sur la guerre et sur les soldats eux-mêmes. Donc là, forcément, c'est des hommes, c'est un univers masculin. Non, mais tu soulèves un truc, c'est que ça veut dire qu'il y a encore des tas de champs à explorer dans la littérature, Oui. puisque c'est notre sujet, qui ne l'ont pas été faits, parce que souvent on a l'impression qu'en Corse, c'est un territoire tari de la littérature. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit un territoire tari, j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a encore énormément de choses à explorer, à faire, à dire, d'histoires à raconter qui n'ont jamais été racontées, parce que on a des lignes de force de narration et on dévie, hein, chacun on va dévier, mais on dévie, mais on reste quand même souvent aussi prisonnier de nos ça, d'un point de vue, représentations, en fait, d'un point d'un certain de point de vue, vue, c'est vrai. et c'est bien où quand la littérature intervient et qu'elle casse ces codes-là, qu'elle casse ces visions-là. C'est là où on commence je dirais, à voir apparaître la création, hein, tout simplement, quelque chose de vivant, quelque chose qui se renouvelle. Bon, ceci dit, on est d'accord que le bouquin Jean-Yves, il n'y a pas trop de femmes, mais c'est l'histoire aussi qui porte ça. bien Bon, sûr, oui, comme il y en a quelques-unes chez Jean-François, mais c'est pas non plus les personnages les plus forts du roman. Elles sont importantes. Elles sont importantes, oui. Souvent des déclencheurs de beaucoup de choses. Oui, mais je pense que la discussion elle est intéressante. La discussion de Mme Angela elle est intéressante pour nous tous, pas pour vos bouquins en particulier, elle est intéressante pour nous tous. Non, y compris que, comme tu disais, avec cette difficulté à se mettre finalement dans un point de vue féminin. Alors que peut-être des auteurs femmes ont moins de difficulté à se mettre dans un regard masculin. Mais peut-être Il y a une parce espèce que de symétrie, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Nous Ça, c'est peut-être nous intéressant. passons commande de livres où vous incarnerez des personnages féminins. Voilà. On serait curieux. On fait bien des versions bilingues. On peut faire aussi des versions féminines. et Oui, masculines. d'un même fait, Du même livre. une même lecture, enfin voilà, deux lectures parallèles. Ouais. Est-ce que tu as une autre question? Ou est-ce que tu veux dire autre chose?
Ben, on va peut-être revenir au début, au début de notre discussion, avec cette thématique de l'eau qui court dans tout le roman et qui est métaphorique évidemment. Et on a donc des fontaines bruissantes et c'est la vie dans le village. Mais l'eau, c'est aussi la source inépuisable du mal, hein, comme tu le dis à d'autres moments. Et on le perçoit comme un principe de perpétuation, où le bien et le mal se fondent, où la vie et la mort sont emmêlées. Et est-ce qu'on peut dire, in fine, qu'aucune morale, aucun idéal n'est rédempteur? Oui, on peut le dire. Parce que rien n'empêche, malheureusement, quand on s'approche d'un idéal, on l'a vu ici, alors, je ne vais pas faire de l'analyse politique de comptoir, mais on a vu le mouvement nationaliste corse parvenir au pouvoir et on l'a vu se faire dévorer par le système plutôt que de le changer. Et on a vu, pour parler d'autre chose, on a vu Fidel Castro s'installer dans le palais de Batiste. C'était fini. Le jour où il s'est installé dans le palais, ça a été terminé. Ils avaient fait la révolution, ils avaient libéré le peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la place des dirigeants, ils ont changé la couleur des uniformes, et ça s'est arrêté là. Et des comme ça, il y en a, jusqu'à ce qu'une nouvelle révolution arrive. Donc, ça nous nourrit, et c'est l'espoir. C'est la seule chose qui nous maintient debout, c'est l'espoir. Après, les idéaux, les combats, les révolutions, ça ne rachète rien du tout. Moi, j'ai une dernière question pour Jean-François par rapport à une certaine esthétique de ton livre, je dirais. Alors, on n'est plus du tout dans les histoires d'idéaux, on passe à un autre registre, mais encore que, ça rejoint l'idée du chaos. Il y a des personnages qui sont quasi des fantômes qui apparaissent. Alors, je ne veux pas renlivrer parce qu'il faut lire aussi les trucs, mais il y a des personnages qui, par intermittence comme ça, apparaissent dans le roman, coupent un peu l'histoire ou apparaissent au détour de l'histoire, et on a l'impression que ces personnages fantomatiques à la David Lynch, un peu, ils ont une espèce de mission comme ça d'ordonnateur du chaos. C'est comme si c'était eux qui décidaient de la fatalité, de là où va tomber le mal, de là où va tomber le bien. C'est quoi qui t'a inspiré ces personnages-là du roman? Ben, c'est une sorte de trinité un peu... ouais, c'est... ouais, il y a trois personnages qui sont dans un univers, on va dire, je sais pas, autre, quoi. Et oui, on a parfois un peu l'impression que ce sont eux qui décident de tout et en même temps ça leur échappe. Et il y a une figure, je ne peux pas tout dévoiler, mais il faut comprendre qui est, voilà, cet adolescent comme ça, un peu indolent, un peu grassouillère. Voilà, on le dit pas, on le dit pas, on le dit pas. Voilà. Donc il faut aller lire le livre, vraiment. Ouais. Mais il y a une dimension comme ça, mystique, forte à un moment donné, qui intervient parce que le récit, finalement, il est très terre à terre. On parle d'attentats, on parle de liens à l'histoire, on parle de liens sociétaux. Et puis, à un moment donné, de temps en temps, apparaît cette trinité dont tu parles. Et moi, je trouve que ça amène une dimension au roman qui est graphique, qui est... On est dans une esthétique à la Lynch, vraiment. Hein, et c'est du cinéma, c'est pas spécialement la littérature. Et vous mélangez les genres comme ça vous intéresse d'aller puiser dans autre chose que la littérature pour écrire? Moi, je ne le fais pas forcément dans celui-là, mais je l'ai fait dans Kentan et Gentilesse. J'ai beaucoup d'images de la bande dessinée jusqu'au cinéma, beaucoup au cinéma aussi. Et la littérature traduite par le cinéma. Des films qui ont été adaptés, qui étaient des adaptations de romans ou de nouvelles. Tu as un exemple? Tu aurais un exemple dans Chentan, c'est, je l'avais déjà raconté, il y a une référence très claire à un film qui s'appelle Les Évadés et qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Je ne vais pas le dire en anglais parce qu'à chaque fois ça fait rire. Et vous connaissez le film Les Évadés, donc ça vous parlera. Et dans le même temps, dans le roman, il y a aussi une référence au Comte de Monte Cristo,
Et j'ai découvert après, en fait, Stephen King, il s'était inspiré de Dumas pour écrire sa nouvelle, c'était Le Comte de Monte Cristo. La boucle était bouclée. Et ça, c'était tout à fait inconscient. Mon envie, c'était de parler de Stephen King. Et donc, je l'ai fait, par exemple, pour ça. Mais là, dans celui-là, beaucoup moins, sûrement de façon inconsciente, mais il n'y a pas d'objectif particulier. Je vais laisser le dernier mot à Angela. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Angela. Non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos romans, comme les autres d'ailleurs, comme les autres publiés par O'Mara aussi. Et voilà, longue vie à cette maison d'édition. Merci. Merci. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les auteurs y répondront volontiers. Jacques. Une question pour Jean-Yves. Tu as fait une signature récemment dans ton environnement, ton territoire, on va dire ça comme ça. Je m'intéresse de savoir quelle a été la réception de la part par rapport à la proximité et de l'histoire et des personnages. Quelle a été la réception des gens de cet environnement immédiat? C'est très varié. Alors, j'imagine que s'il y a eu des mauvaises réceptions, ces gens-là ne m'ont pas fait part. Donc je n'ai eu que de bons retours, mais très variés dans l'appréciation. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont vus eux-mêmes, des gens de ma génération, dans l'histoire de Fouriane ou dans certains autres faits. Pour eux, c'était évident que c'était autobiographique. Ils ne voyaient pas, ce qui n'est pas toujours vrai, ce qui est loin même d'être vrai. Et les gens un peu plus âgés ont apprécié beaucoup les évocations d'un temps qu'eux ont connu, alors que moi je ne l'ai pas forcément connu. Et c'était très étrange, parce que oui, je le racontais tout à l'heure à Marco, c'est mon village. Alors ils me connaissent déjà en tant qu'écrivain, beaucoup ont un regard qui est bienveillant, mais un peu étrange sur moi-même. J'imagine que tu connais bien ça. Ça les intrigue un peu. Alors, les gens qui sont passionnés de littérature, pour eux, c'est naturel. Sauf que quand on lit quelqu'un qu'on connaît, c'est quand même particulier. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Ici, il y en a deux ici que j'ai lus en les connaissant. Et c'est vrai que quand on lit, on est obligé d'y penser. Alors que quand on lit n'importe quel auteur qu'on ne rencontrera jamais, évidemment, c'est tout à fait la même chose. Et là, tous, ils me connaissent depuis toujours. C'était très agréable, mais c'était déstabilisant, surtout au début. Et heureusement que c'était un échange. Il y avait Stéphane Ugez avec qui avait animé le truc, et ça s'est très bien passé pour ça, parce que j'avais pas forcément besoin de m'adresser aux gens au départ. Et après, j'ai réussi à les faire rire en lisant un passage absolument abominable du livre, qui est La naissance de Second. J'ai réussi quand même à faire rire l'auditoire. Ils connaissaient tous l'histoire. Non, déjà. pas C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se fait? tous non, mais quelqu'un m'a dit qu'à Courches, il y avait une histoire à peu près similaire. Que je ne connaissais pas du tout. C'était sensiblement, pour moi c'était totalement inventé. Et il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça qui s'est passé à peu près à la même époque. Donc c'est bien vu. Voilà, donc je le conseille. On parlait de le faire à Bocognane bientôt, mais c'est très agréable. Oui, on veut amener absolument. C'est très particulier quand même. Oui, c'est sûr. Non, mais on a vraiment envie en même temps que les auteurs aillent au plus près de leur univers, pour rencontrer même dans leur village. On parlait d'envoyer Jean-François Bocognane, mais on a vraiment envie de le faire parce que je pense que c'est bien. Je pense que ça crée justement un lien autre. C'est un exercice qui te fait. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Oui. Le Bocognane, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'autre. L'autre, c'est le 30 décembre. Mais il y avait du monde. Oui, bon, c'était les vacances. C'était quand même les vacances. Ouais, bon, je vous invite à rejoindre nos auteurs en bas dans 5-10 minutes, le temps de descendre, de s'installer. Et ils seront à votre disposition pour signer quelques livres. Voilà, merci à vous d'avoir partagé cet instant avec nous. Merci. Merci.